C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers fidèles de la télévision Renaissance, et bienvenue dans cette édition à langue française de ce vendredi 5 avril 2019. Les titres pour démarrer. La 17e chambre de Paris a rejeté ce vendredi la plainte du président burundais Pierre Nkurunziza dans le procès qu'il opposait à la télévision France 3, David Gakunzi et Maître Bernard Mbengue. Le dossier était en délibéré depuis le mois de janvier dernier. Et la demande adressée par la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, au procureur général de la République de libérer des fonctionnaires de l'État accusés des crimes ne tient sur aucune logique. Vous aurez la lecture faite par Maître Unja Immaculé au cours de cette édition. Et environ 70% des Burundais vivent une vie misérable. 7 Burundais sur 10 vivent en dessous d'un revenu d'$1 par jour. Ces chiffres figurent dans une étude faite par la Parsem. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La nouvelle du jour, c'est la camouflée de Pierre Nkurunziza dans le procès qu'il opposait à la télévision France 3, David Gakunzi et Maître Bernard Mbengue. La 17e chambre de Paris a en effet rejeté ce vendredi la plainte du président burundais et le dossier était en délibéré depuis le mois de janvier dernier. Pour Maître Bernard Mbengue, c'est une autre victoire pour le collectif des avocats des familles des victimes des crimes contre l'humanité au Burundi. Il espère que ceux qui sont impliqués dans ces crimes seront jugés un jour. Quand on gagne. Mais au-delà de ça, vous savez, au fond, M. Nkurunziza a cru faire trébucher la défense. Il a cru nous mettre des bâtons dans les roues et il le fait depuis des mois et des mois. J'ai été accusé de complicité de coup d'État. Maître Armel Nyongere a été poursuivi et on l'a radié du barreau du Burundi. Lambert Nigarura a été sanctionné disciplinairement et a été empêché d'exercer sa profession pendant plus d'1 an. Et malgré tout, on est là. Et cette victoire, c'est la victoire qui reconnaît le droit à la liberté d'expression. C'est mis noir sur blanc dans le jugement. Nous abordons un sujet d'intérêt général pour lequel nous avons la liberté d'expression. Et c'est une victoire aussi des droits de la défense. Je dédie cette victoire à tous les hommes et les femmes qui nous font confiance depuis des mois pour que nous menions à bien le procès devant la Cour pénale internationale. Je leur dis que nous continuons le combat et je leur dis également que ceci est un débat judiciaire, mais le grand débat, c'est lorsque les bourreaux se retrouveront à un moment donné devant leurs magistrats pour rendre compte des actes qu'ils ont posés au Burundi. Monsieur Nkurunziza est confronté à la question de l'état de droit. Et son système global est confronté à la question de l'état de droit. Quand il nous a amenés en justice, c'était assez... ça m'a assez blessé parce que j'ai 40 ans de métier, j'ai toujours exercé la défense le plus correctement possible et je ne vois pas pourquoi je devrais être cité en justice. Mais je me suis dit, je vais aller voir les juges, je vais aller rendre compte de mes actions devant les juges. Pourquoi ? Parce que si l'avocat des victimes ne dit pas « je rends compte de mes actions devant les juges », jamais M. Nkurunziza et d'autres n'accepteront de rendre des comptes devant la justice. Et je dis simplement que ce que j'attends aujourd'hui, c'est que ceux qui seront peut-être un jour appelés en justice pour rendre compte des actes qu'ils ont posés, eh bien qu'ils aient la même démarche, qu'ils aillent devant les juges rendre compte de ce qu'ils ont fait. S'ils sont innocents, ils n'ont rien à craindre. Et si par contre ils commettent des crimes, eh bien ils en rendront compte en justice. Pour rappel, Nkurunziza avait porté plainte contre la chaîne de télévision et les 2 personnalités pour diffamation. Il les accusait de diffamation pour l'avoir mis en cause dans un documentaire relatant des crimes commis au Burundi, documentaire diffusé sur la dite chaîne.
Politique à présent, le parti Sawanya Frodebou, même s'il a annoncé sa participation aux élections de 2020, ce sont les deux élections qui ont été déjà remportées par le CNDD-FDD. C'est une déclaration d'Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif du parti UPD Zigamibanga. Selon ce politicien, le parti présidentiel s'est déjà attribué des voix et les autres partis auront des voix selon le degré de supériorité, comme ça a été le cas en 2015. Si le Frodebou a annoncé pouvoir participer bientôt dans ces élections de 2020, notamment tous les partis satellites qui sont au pays, satellites de la mouvance présidentielle. Si le point Frodebou, je dirais que s'ils ont décidé de participer, c'est leur cuisine interne. Peut-être que pour eux, le climat est favorable. Je ne peux pas les juger, mais ce qui est sûr, ils vont dans les élections déjà gagnés d'avance par le parti au pouvoir. Voilà. L'impact sur la population, c'est toujours ce que nous voyons au quotidien. Les morts par ici, les morts par là, les emprisonnements, ainsi de suite. Ça cessera quand il y aura vraiment véritable changement politique au Burundi. Pas maintenant. Les élections sont gagnées d'avance par le parti au pouvoir. Il n'y aura rien de nouveau par rapport à ce qui s'est passé en 2015 où on attribuait des résultats aux gens même qui n'ont pas participé aux élections. Vous vous souvenez comme Agathon Rwasa, dans son groupe des indépendants, on les a attribués des scores alors qu'ils n'ont jamais participé dans ces élections. Donc les élections sont gagnées d'avance, les procès-verbaux sont déjà prêts. Il reste seulement la date pour proclamer ça. Les élections organisées, tout ça, ce sera juste une mise en scène. Et sur les cas des membres du parti CNL persécutés et que son leader reste silencieux, Emmanuel Ndereimana dit que nul ne peut le critiquer. Peut-être pour Rwasa, Agathon, c'est une stratégie qu'il a adoptée pour ses propres intérêts. Le harcèlement, c'est ce que nous vivons au quotidien. Il n'y aura pas harcèlement plus que ça, parce que vu le rythme avec lequel, le rythme de violence avec lequel le parti au pouvoir prépare ses soi-disant élections, les morts par ici, les morts par là, tous les jours, les emprisonnements et autres, et le silence de Rwasa qui ne dit rien face aux assassinats divers de ses membres. Moi, je me dis que Rwasa travaille sur ce point. Il est en train d'y travailler, bien qu'il ne dit presque rien. Peut-être que c'est sa stratégie, il a une stratégie. Logiquement, avec les assassinats par ici de ses membres et par là, il y travaille quand même. Mais ce que nous devons savoir, ce qui compte, est que s'il y a un membre du CNL qui est assassiné, ou emprisonné, un membre de notre parti politique, MSD, UPD Zigamibanga, Frodebou et autres, assassinés ou harcelés par... L'essentiel est que chaque fois qu'il y a des cas comme ça, et la société civile, et les partis d'opposition, les médias, se lèvent comme un seul homme pour dénoncer ça. Parce que ces gens sont des Burundais avant d'avoir des appartenances politiques. C'est ça qui compte. Les partis de l'opposition interne perdent leur temps à participer dans les élections de 2020. La raison, les conditions pour les scrutins crédibles, transparentes et acceptables par tous ne sont pas remplies. La remarque est d'Aloïse de Gonzague Nyoyita, le journaliste indépendant, énumérait les crimes qui se commettent au quotidien au Burundi comme obstacle à l'organisation de bonnes élections. Suivez. Moi, j'ai l'impression qu'au Burundi, il y a un groupe de gens ou un groupe de politiciens qui aiment vraiment les élections. Mais malheureusement, les élections dont ils sont sûrs qu'ils gagnent, des élections qui ne sont pas du tout démocratiques, des élections qui ne sont pas crédibles, dans le contexte actuel, comment peut-on parler, courir vers les élections, quand on sait qu'il y a plus d'1 million de personnes de Burundais qui vivent en exil? Comment on peut parler des élections quand on connaît le nombre d'arrestations
toujours rapporté dans les médias, toujours rapporté par les organisations de défense des droits de l'homme, qui sont arrêtés parce qu'ils sont membres de telle ou telle autre partie de l'opposition. Comment peut-on parler des élections crédibles quand des gens sont au jour le jour tués? Donc des élections, oui, c'est toujours bien qu'il y ait des élections, qu'on soit dirigé par un leader élu, mais pas des élections, comme j'aime le dire, des élections théâtre. Partir à jouer la comédie d'élections, alors qu'on sait déjà que les machines ont déjà les chiffres distribués aux participants. Justice à présent, la demande adressée par la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, au procureur général de la République, ne tient sur aucune logique. Selon l'avocate maître Immaculée Onja, il est impassable de mettre des gens poursuivis pour des crimes différents dans un même sac, surtout tout quand même quand il s'agit plutôt de les faire libérer. Suivez-la, et elle était invitée dans l'émission Club de la presse de ce vendredi. Ces groupes de gens ont commis différents crimes, différentes infractions. Ils ne sont pas poursuivis dans le même chef, d'infraction. Ils ont, au niveau judiciaire, ils ont des avocats, ils se défendent. Ils ont des dossiers qui suivent la procédure ordinaire des tribunaux, des juridictions burundaises. Alors, s'ils arrivent, qu'ils demandent eux-mêmes qu'ils soient libérés, ce sont eux-mêmes, avec les avocats, qui demandent, cette fois-ci, aux juridictions saisies, d'être libérés sous condition. Et donc la demande, elle parvient à la ministre, et la ministre l'analyse et la soumet, peut donc formuler la demande au procureur général de la République. Mais la demande conditionnelle, vous la soumettez à la juridiction qui est saisie, qui traite de votre dossier. Société à présent, environ 70% des Burundais vivent une vie misérable. 7 Burundais sur 10 vivent en dessous d'$1 par jour. Étude faite par la Parsem qui lutte contre le changement de mentalité des Burundais. Dans un point de presse, la Parsem s'inquiète de la montée du taux de pauvreté pour cette année, alors qu'en 2014, le taux de la pauvreté était estimé à 64%. Suivez le président du Parsem, Faustin Ndikoumana. On a voulu évoquer la pauvreté au Burundi. Quel état de pauvreté au Burundi? Tous les experts projettent ça qu'on a dit qu'environ 70% des Burundais vivent en dessous du seuil de pauvreté. 7 Burundais sur 10. Donc en dessous d'un par jour. Avec un gap de 25%. Ça veut dire au lieu de même d'atteindre ce dollar, beaucoup de Burundais atteignent plutôt avec un gap de 25%. Ça veut dire 0,75 même dollars. Le taux de pauvreté en 2014 était estimé à 64%. C'était déjà très élevé. Dans d'autres pays, 30% c'est déjà la réalité. Malheureusement, si on compare les taux de pauvreté monétaire et le taux de pauvreté en conditions de vie, on constate qu'il y a des provinces qui ont un état de pauvreté qui dépasse l'entendement. Au niveau du taux de pauvreté monétaire, 8 provinces. Imaginez-vous, Muyinga 84%, Ruyigi 84%. Il faut que M. le gouverneur soit informé. Gitega 79, Changuzo 78, Kayanza 77, Kirundo 76, Karusi 74 et Rutana 69. Le taux de pauvreté en conditions de vie, 10 provinces dépassent la moyenne nationale. Kirundo 87%. Changuzo 86, Ruyigi 85, Karusi 81, Gitega 78, Muyinga 73, Bubanza 72,5, Kayanza 70, Rutana 69, Muramvya 68. C'est quand même inquiétant. Surtout que même en 2006, le taux de pauvreté au moment où on prépare le CCLP 1 était à 67%. Ça veut dire que dans 8 ans, avec un taux de croissance moyen de 4,5%, on l'a réduit à 3 points, de 67 à 64%, avant que ça ne retombe encore une fois avec la crise où le taux de croissance est retombé en dessous de
Parlons sport pour terminer. Nous revenons sur la qualification de l'équipe nationale du Burundi à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, selon l'ancien président de la Fédération de football du Burundi, Dr Alphonse Rugambarara, cette qualification sonne comme un aboutissement. Selon lui, il a fallu un long combat pour constituer une équipe nationale dont il est lui-même à la base. Une histoire avec un gras H. Suivez. Vous savez, on ne construit pas une maison en un jour. Il faut un plan, il faut des travailleurs, il faut un engagement. Et vraiment, ce qui s'est passé ce jour-là a été pour moi, comment dirais-je, l'aboutissement d'un rêve, l'aboutissement de tout un travail. Et cet exploit a une histoire. Et une histoire qui, je dirais, avec le Gabon et qui s'achève avec le Gabon. Nous avons eu la chance au cours d'un congrès de la CAF que le président du Gabon approche le secrétaire général de notre fédération, Bernard Fouboussa, qui nous avait représenté à ce congrès-là, pour lui demander si l'équipe nationale du Burundi pouvait jouer contre le Gabon. Et nous avons rempli la mission, nous sommes allés au Gabon, et nous avons battu le Gabon. Donc le premier match de l'équipe nationale, cette équipe-là que vous venez de voir battre le Gabon aujourd'hui, ça a commencé par une victoire contre le Gabon en 1990. Donc c'est pour vous dire combien vraiment c'est une immense joie pour moi de voir cet aboutissement, parce que nous avons raté une première qualification. Cette équipe-là, nous l'avons engagée dans les compétitions africaines. Et le stade Prince-Louis, à l'époque, était un stade d'invincibilité. Aucune équipe d'Afrique n'a battu le Burundi sur ce terrain à cette époque-là, jusque pratiquement 1996. Et l'équipe des Abdi Pelé du Ghana, la fameuse équipe qui a remporté plusieurs compétitions en Afrique, elle a été battue chez nous. L'équipe de Guinée, de Titi Camara, nous l'avons battue chez nous. Elle nous a battus chez eux et nous avons dû, dans notre poule, aller au barrage. C'est-à-dire un troisième match sur terrain neutre. Et vous savez quel était ce terrain neutre? Le Gabon. Libreville, c'était le stade où nous devions faire ce match de qualification. Malheureusement, ça n'a pas marché comme pour le premier match. Et nous nous sommes inclinés devant la Guinée sur un penalty. Le penalty, en fait, non pas de la défaite, parce que nous n'avons pas été battus durant les 90 minutes et les minutes de prolongation. Nous avons dû recourir au penalty et malheureusement notre capitaine Albert a raté ce but qui aurait pu nous qualifier. Donc la première aventure, je dirais, de l'équipe senior s'est arrêtée là pour l'accès à la phase finale. Mais nous avons continué et nous nous sommes intéressés à l'équipe nationale junior qui, elle, nous a rempli de satisfaction parce que nous sommes arrivés en phase finale et dans cette phase finale, nous sommes arrivés à la finale contre le Cameroun, laquelle finale nous a permis d'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Beaucoup de gens ne savent pas ou ignorent que notre football a déjà été en Coupe du Monde, même si c'est une Coupe du Monde des juniors. Nous aurions pu continuer, mais la crise au Burundi est passée et beaucoup de joueurs sont partis à l'extérieur. Soit dit en passant, en motivant les joueurs, nous leur avions dit, s'il vous plaît, c'est votre qualification maintenant, parce que si les gens vous voient en équipe nationale, ils seront tentés de vous acheter. Et je peux dire que la première équipe que nous avons mis en place, plus de la moitié des joueurs ont été achetés, ont joué à l'extérieur. Dr Alphonse Rugambarara estime que la formation est l'atout principal pour espérer gagner et participer à de grandes compétitions. Encore une fois, suivez.
Et la suite nous a montré qu'il fallait mettre l'accent sur la formation. Et donc, grâce à la FIFA, qui a mis en place un programme de formation, nous avons formé les entraîneurs des clubs qui sont allés alors dans les clubs et qui ont formé les joueurs. Et le programme s'est continué. Aujourd'hui, il y a le programme de la CAF qui forme aussi les entraîneurs. C'est un programme que les fédérations ont continué après nous et qui donne maintenant les résultats qu'il faut. Et vous vous rendez compte d'ailleurs que les joueurs qui sont en équipe nationale aujourd'hui sont des joueurs qui sont joueurs dans des clubs étrangers, pratiquement tous. C'est une bonne progression et une bonne image pour le football du Burundi. Et je ne peux vraiment qu'exprimer ma totale satisfaction pour cette belle histoire du football burundais. Et voilà, chers fidèles de la télévision Renaissance, c'est ce qui est pour faire cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.